Hey, bonjour tout le monde. Donc on va commencer la petite conférence sur les laines de camélidés dans quelques minutes. On va voir s'il y a du monde qui vient. Bonjour. Je vois qu'il y a une personne déjà. Allez vous chercher une petite tasse de thé. Bonjour. Hello, hello. Alors, installez-vous confortablement. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me suis vraiment plongée là-dedans. Ça m'a ramené plein de souvenirs. Donc, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Qui c'est qui est en ligne? Dites-moi. Benoît, je sais que tu es en ligne. Je sais que tu es en ligne, Ben. Et salut France, comment vas-tu? Salut, salut, ça me fait plaisir de savoir que tu vas être là avec moi. Hello. Qui c'est qu'on a d'autres? Je vois qu'on est à 21 personnes déjà. Coucou, coucou. Hello, hello. 24. Oups, je vais peut-être éteindre mon téléphone pendant ce temps-là. Ok, hop. Voilà. Alors, hi, hello, bonjour, bonjour. Alors, j'ai bien. Salut Louise, c'est une première pour toi. Eh ben écoute Louise, bienvenue sur notre live. Salut Camille. Tu m'écoutes en avançant ton carré de Pointe Jersey. D'accord. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait deux cours en ligne gratuits. Un cours pour faire une couverture pour les débutants et plus avancés après. Et un cours de dentelle. Donc, je vois que j'ai des étudiants. Roxane, ok. Bonjour Hélène, bonjour Sylvie. Ah ben, on est 42. Ah ben, écoutez, c'est super, ça me fait vraiment plaisir. Vous allez voir. C'est un vrai voyage qu'on va vivre aujourd'hui et waouh, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, hein, puisqu'on reste confiné, et ben on va voyager d'une autre manière. Comme quoi le tricot, hein, ça nous fait faire plein de choses, plein de choses. D'ailleurs, bon, il n'y a pas encore tout le monde, mais et salut Florence, bonjour, bonjour Élise. J'ai une petite idée. J'aimerais que les gens qui aiment écrire, si vous voulez m'écrire des petits textes sur l'impact qu'a eu le tricot dans votre vie ou des choses que vous avez vécues avec le tricot, peut-être que je pourrais en faire des petits lives partagés entre nous. Qu'est-ce que le tricot représente pour nous? Donc, n'hésitez pas à m'écrire, Céline, @lamaisontricotée.com et de m'envoyer tout ça. Salut Charles. Benoît, ma femme travaille avec toi, c'est pas une raison. Alors, what's topic about? Alors, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la laine des camélidés, mais je vais me concentrer sur la laine des alpagas et sur les vicuñas notamment. Voilà, vous parlez aussi un petit peu du Pérou puisque j'y étais l'année dernière avec Catherine. Bonjour Francine, mais dites-moi d'où est-ce que vous venez? Ça m'intéresse un petit peu de voir d'où est-ce que tout le monde vient. Est-ce que j'ai que des Québécois? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Est-ce que vous êtes déjà passé à l'apéritif ou vous êtes resté encore au thé? Donc on est déjà au moins 49, mais quel plaisir! On va commencer dans 2 petites minutes. Voilà, voilà. Donc, dites-moi, d'où est-ce que vous venez? Et Ben, pas la peine de répondre, je sais d'où tu viens. Je sais où te trouver. Alors, Florence du New Jersey? Waouh, ok. Bonjour Lucie. Christine de La Chute? Waouh. Ah, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que, voilà, ce genre de choses permet de se connecter avec des gens
d'un petit peu partout, c'est quand même assez fou. Je suis de Chéfort, dans les cantons de l'Est. Je bois une limonade à l'eau d'érable. Waouh! Je savais même pas que ça existait. Ok. Ouf, là j'ai plein de monde. Belgique, Annie, tu viens de Belgique. Ira, Montréal. Suzanne, bonjour Suzanne. Laurentide, Andréane, Montréal avec un thé vert. Jeanne Mance, Montréal. Québec et du thé. Rigaud au Québec. Lorraine sur la rive nord. Saint-Eustache pour Sylvie. Waouh. Bon. Ok, on va commencer quand même parce que y a beaucoup à dire, puis je ne veux pas quand même vous prendre trop de temps. Je sais que c'est intéressant, mais que nous avons d'autres choses à faire. Donc, je vais vous parler des camélidés. Donc, les camélidés, c'est une grande famille. On la situe, elle a commencé à être sur Terre il y a à peu près 40 à 50 millions d'années, dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Et avec l'évolution, petit à petit, cette famille s'est divisée en 3 branches et elle s'est répartie sur des zones géographiques sur la Terre différentes. Et ces races-là ont évolué selon les climats où ils étaient. Donc, on a toute une race qui est partie plutôt du côté. Alors là, je suis obligée des fois de lire mes notes. Du côté du côté de l'Amérique du Sud. Bon, ça c'est les Lamini, donc ça va être nos alpagas, nos lamas, nos vicuñas, etc. Nous avons d'autres qui sont partis vers l'Asie, c'est les dromadaires, c'est les chameaux. Et nous en avons d'autres qui sont devenus d'ailleurs les girafes. Je ne savais même pas que les girafes pouvaient avoir quoi que ce soit de commun avec nos alpagas, comme quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, la race qui nous intéresse, c'est ceux qui descendent des Lamini, et c'est ceux qui ont donné donc les alpagas, les lamas, les vicuñas et les guanacos. Et nous, on adore cette famille-là en tant que tricoteuse. Pourquoi? Eh ben, c'est que toutes leurs fibres peuvent se tricoter. Donc évidemment, ça nous intéresse particulièrement. Voilà. Alors les camélidés, ils ont des caractéristiques communes, notamment ils ont 3 estomacs. Les ruminants, tels qu'on les connaît, les moutons, les chèvres et tout, ils en ont 4. Tous les camélidés ont cette particularité qu'ils vont avoir 3 estomacs, ce qui nous ramène directement à cette spécificité. Est-ce que les camélidés crachent? Alors oui, les camélidés, ils crachent, mais seulement s'ils sont stressés, s'ils sont effrayés, s'ils sont agacés. Un camélidé qui est tranquille, c'est un camélidé poli, il ne crache pas. Et comme ils ont 3 estomacs et qu'ils régurgitent leur nourriture, s'ils vous crachent à la figure, c'est un mélange donc de salive et de régurgitation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à savoir? Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à savoir? Bon, c'est que les camélidés, c'est des espèces qui sont très très proches génétiquement, donc c'est très facile de les hybrider et qu'ils se mélangent entre eux. À la base, on va essayer d'éviter ça. Parce que si par exemple un alpaga et un lama se croisent entre eux, la qualité de la laine va baisser. Donc, on évite, si possible, de les croiser ensemble. Ils ont d'autres particularités, c'est que leur lèvre supérieure, elle est séparée en 2. Je vais prendre une petite photo cute. Elle est séparée en 2 et ils peuvent bouger chaque partie de cette lèvre-là de façon indépendante. C'est une petite, c'est une petite anecdote, mais je trouve ça très intéressant. Voilà. Vous voyez? Leur petite, voilà, les camélidés, ils ont 2 petites, la lèvre supérieure, elle est fendue en 2, et c'est 2 parties qui peuvent bouger de manière totalement indépendante. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est des animaux qui font leurs besoins exactement au même endroit. Donc c'est comme s'ils avaient leur toilette de la horde. Donc ils font ça tous au même endroit. Ça peut faire des toilettes d'un diamètre de 4 mètres et de 30 cm d'épaisseur. Et quand les pluies arrivent, c'est des endroits qui sont particulièrement bénéfiques pour la population. Salut Joël, salut Joël. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de savoir, si vous voyagez au Pérou et qu'on vous propose de manger de la viande d'alpaga, bonjour Sylvie, eh bien acceptez, c'est une viande qui apparemment est extrêmement tendre.
Et puis c'est une viande qui est plus intéressante que la plupart des viandes. Elle a plus de protéines, 23% à peu près par rapport au bœuf qui est 21%. Elle a plus de fer et elle a moins de cholestérol. Donc gâtez-vous, mangez-vous un steak d'alpaga si jamais vous en avez l'occasion en allant au Pérou. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est une famille qu'on va, pour nous en tant que tricoteuses, on va s'intéresser aux deux races sauvages qui sont le vicuña et le guanaco, et il en découle les deux races domestiquées. Du côté du vicuña, elle a donné l'alpaga, et du côté du guanaco, ça a donné le lama. Donc l'alpaga et le lama sont deux races qui sont domestiquées par l'homme. Vicuña et guanaco sont deux races complètement sauvages. Par rapport au vicuña, je vous en reparlerai parce que ça va être vraiment intéressant. Et puis, j'ai un tout petit échantillon de vicuña. Voilà, on va en reparler. Non, je vous le montre pas, je vous le montrerai plus tard. De cette fibre qui est l'une des plus rares et des plus précieuses au monde. Donc on s'en reparlera. On va se garder le meilleur, la cerise sur le gâteau pour la fin. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, surtout en tant que consommateur, c'est que la plupart des producteurs d'alpaga vont mélanger la laine d'alpaga et de lama dans la façon de l'appeler. Je vais préciser. Quand vous avez une laine de lama qui fait 20 microns, je vous rappelle, c'est quoi le micronage? Le micronage, c'est la circonférence de la fibre. Plus la fibre est fine, plus le micronage va descendre. Le cachemire peut descendre entre 15 et 18 microns. Plus le micronage est élevé, par exemple un 30 microns, plus ça va être un petit peu rustique, d'accord? Donc, si on se retrouve avec une laine de lama qui a un micronage de 20 microns, vous pourrez la voir catégorisée comme de l'alpaga. Et si vous avez une fibre d'alpaga qui a un micronage de 30 microns, vous pouvez la voir catégorisée comme du lama. Donc, c'est pas forcément, malheureusement, la source de l'animal. Ça peut être vraiment juste par rapport à la grosseur de la fibre. Bon, c'est quand même c'est deux fibres qui sont différentes, même si elles ont beaucoup de similarités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je vous ai parlé un peu de la viande d'alpaga. Je reviens rapidement là-dessus. C'était à la base une des viandes qui était la plus mangée, évidemment, dans les Andes. Et quand est arrivée l'importation des bêtes à viande d'Europe, eh bien là, ça a switché. Elle n'était plus utilisée pour mettre dans l'assiette, mais vraiment pour faire de la laine. Voilà, on les a sauvés de nos boucheries et c'est ça. Donc, les alpagas maintenant. Alors, les alpagas, ils viennent en deux familles. Il y a deux races en fait, ce qui est le wakaya et le suri. Ce que vous allez retrouver normalement le plupart du temps, c'est le wakaya, puisqu'il est élevé le plus et vous allez retrouver entre 90 et 93% de la population des alpagas, c'est du wakaya, d'accord? Donc le wakaya, le voilou, c'est celui-ci, petit wakaya adorable, d'accord? Et le suri, c'est son copain bitnik, hop, c'est celui qui est là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hein. Voilà, c'est son petit copain bitnik, c'est celui qui a des longues dreadlocks. Et lui, ben évidemment, on n'en a que 10 à 7% de la population. C'est pourtant une fibre qui est très intéressante, elle est très longue et elle permet d'être filée en petites bouclettes, comme le mohair. Et on peut la brosser, c'est-à-dire qu'avec une brosse avec des petits pics, on va casser les bouclettes et ça va faire comme le mohair, c'est-à-dire que ça va faire des petits poils partout. Et à la différence du mohair, ça va être souvent plus doux, mieux toléré par les gens. Et vous n'allez pas avoir le même feeling, comme on dit, ça va être... ça va toucher un peu comme de la fourrure. Hein. On dit que les laines de camélidés, on ne peut pas vraiment les appeler laines, on les appellerait plutôt cheveux. Ce qui est intéressant aussi pour les gens qui sont allergiques à la laine de mouton, il y en a très peu. Si ça vous gratte quand vous mettez de la laine, c'est pas forcément que vous êtes allergique, c'est que la laine peut avoir un micronage un petit peu plus gros. Donc si vous allez sur des laines plus fines, il y a des grandes chances que ça ne vous fasse rien.
Si par contre vous êtes un vrai allergique à la laine, la plupart du temps c'est que vous êtes allergique à la lanoline. La lanoline, c'est le, comment dire ça politiquement correct, c'est le gras de cheveux du mouton. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment être allergiques à la lanoline et elles le savent, puisque quand elles utilisent des produits cosmétiques avec de la lanoline, elles ont des réactions. Donc là, ça peut être le cas. Avec les camélidés, vous n'aurez pas ce problème puisqu'ils ne produisent pas ce genre de produit sur eux. Donc, ça peut être une extraordinaire alternative pour les gens qui veulent tricoter quelque chose sans avoir ce problème-là. L'alpaga, c'est une fibre qui est vraiment différente du mouton. Le mouton, sa fibre, elle a 30 à 32% à peu près d'élasticité selon les races, mais l'alpaga, elle n'en a pratiquement aucune. Et quand on parle du Surrey, donc la deuxième race, là, il y en a vraiment absolument pas. Donc l'avantage, c'est un drapé, c'est extrêmement beau, c'est vraiment très fluide. Le désavantage, si vous ne faites pas votre échantillon, et je vous connais les tricoteuses, il y en a beaucoup qui pensent que c'est complètement surfait de faire un échantillon. Là, vous pouvez soit avoir quelque chose de trop slack, de trop mou, et qui va complètement se détendre. Et si vous le tricotez trop serré, vous allez avoir un tricot qui va être tellement rigide que ça ne va pas avoir d'intérêt non plus. Par contre, si vous faites votre échantillon, que vous avez les bonnes aiguilles, le bon point pour travailler aussi avec, ça peut être le vrai paradis. L'alpaga aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 22 couleurs naturelles. Donc on part du blanc, puis on peut aller vraiment sur les bruns, les beiges, jusqu'au noir. Donc j'ai le type un petit peu de couleurs que vous pouvez voir dans les alpagas. Oups, voilà. C'est un petit peu ce genre de laine-là. Qui c'est qui dit? Que dire du fil baby alpaga? Je vais en venir, Francine, je vais venir à peu près sur la catégorisation des laines. Donc voilà, c'est à peu près les couleurs, le range de couleurs du gris pâle jusqu'au noir. Hein, l'alpaga noir, ça existe vraiment. C'est même réintroduit actuellement. Et puis ça peut aller jusqu'au blanc pur. Voilà. Donc c'est une fibre qui est vraiment intéressante à tricoter. Attention, c'est une fibre qui feutre beaucoup aussi. Donc je vois mes élèves qui sont en train de joker sur les échantillons parce qu'à ce niveau-là, je suis un vrai tyran. Oui, c'est une fibre qui peut beaucoup feutrer. Donc faire attention, moi souvent, si je fais un tricot avec une fibre d'alpaga, je vais la laver une fois ou deux fois, presque pour la semi-feutrer, pour arrêter ce processus-là, d'accord? Donc voilà, pour l'alpaga. La classification, comme me demande Francine, qu'est-ce que c'est que le baby alpaga? Alors, la première tonte d'un alpaga, on va l'appeler souvent le baby alpaga. Mais c'est toujours un peu par rapport au micronage, d'accord? Donc, il y a à peu près 7 classifications de la laine alpaga, de la fibre la plus grosse jusqu'à la fibre la plus fine. Donc, la fibre la plus grosse, on va juste l'appeler alpaga. Arrête Ben de dire des bêtises, j'arrive pas à me concentrer. Donc la fibre la plus grosse, ça va être l'alpaga. Après va venir le fine alpaga. Après va venir le super fine alpaga. Après va venir le baby alpaga. Et puis le roi, ça s'appelle le royal alpaga, qui ne représente que 10% de la production à peu près. Donc 10% de la production, ça fait vraiment pas beaucoup. Et voilà, ça fait un micronage entre 15 et 35 microns. Donc, à vous de choisir par rapport au projet que vous voulez faire. Parce que si c'est un projet qui demande de la résistance, on va toujours aller vers quelque chose qui est assez rustique, assez gros. D'accord ? Si vous voulez faire du châle avec, alors faites attention. Hein. Comme je vous disais, il n'a pas de tenue, il n'a pas de mémoire, il est très souple. Donc, si vous faites une dentelle très ajourée avec l'alpaga, vous risquez de vite la voir se rétracter sur elle. Hein. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant d'avoir plutôt des mélanges avec de l'alpaga, de la laine. L'alpaga est vraiment une fibre qui se marie très très bien avec les autres. Voilà. Donc, ça c'est pour notre alpaga. Et puis maintenant, je vais vous parler du vicuña. Alors, le vicuña, je vous remontre une belle photo. On l'appelle la princesse des Andes et elle a une histoire vraiment particulière.
Donc, oups, est-ce que j'ai bien marqué ma page? Oui. Donc, je vous remontre cette... Hop là! Je vous remontre son petit portrait. Elle est toute jolie. C'est le plus petit des camélidés. C'est vraiment l'un des ancêtres des camélidés. Elle fait en poids adulte à peu près 68 kilos. Elle ne vit qu'à l'état sauvage. On ne peut pas la domestiquer. Au temps des Incas, elle était considérée comme un don sacré de Pachamama, la déesse mère. Et seul l'empereur Inca avait le droit de porter des vêtements qui étaient tissés avec la laine de Vigogne. Et elle était tissée par les femmes recluses du temple du soleil, un temple où on vénérait l'astre. Donc seul l'empereur, oui c'est bien la Vigogne, ou le Vicuña, t'as les deux. Donc, seul l'empereur avait le droit de porter des vêtements tissés en laine de Vigogne. La noblesse, l'aristocratie avait le droit de porter des vêtements en alpaga et le peuple portait des vêtements en lama. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que c'est une race à l'état sauvage, la manière dont on les attrapait pour pouvoir les tondre, on faisait une cérémonie qui s'appelle un chakou. Donc, tout le village faisait un énorme cercle autour de la horde et petit à petit, les gens se rapprochaient autour de la horde jusqu'à ce qu'ils puissent se tenir la main et c'est ainsi qu'ils encerclaient les animaux pour pouvoir ensuite les attraper, pour pouvoir les tondre et ensuite la grande majorité étaient relâchés. Certains étaient tués pour la viande mais la grande majorité était relâchée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Vicuña, en 1960, était arrivé pratiquement sur le bord irréversible de l'extinction. Une des grandes raisons pour ça, évidemment, c'est qu'il était braconné, sa laine étant tellement précieuse que les gens ne faisaient pas de chakou, évidemment, donc ils tuaient la bête tout simplement pour pouvoir récupérer la laine et le vendre à l'extérieur. Alors, arrivé au point où il y avait à peine 5000 à 6000 bêtes sur la planète, les gens se sont dit, oups, là, on arrive vraiment au point où on n'arrivera pas à inverser le processus. Donc, des mesures gouvernementales ont été prises au Pérou, en Bolivie, en Argentine et au Chili pour essayer de protéger un maximum cette population. C'est des mesures qui ont été drastiques. Il y avait interdiction totale de vendre cette laine-là. Donc, pour les braconniers, absolument plus aucun intérêt. Et ils ont réussi à faire remonter la population à peu près 250 000. Actuellement, les vicuñas donc sont complètement protégés. Ils sont souvent dans des zones gardées, dans les montagnes. Ils vivent à 3500 à 5000 mètres au-dessus des altiplanos. Et les paysans, les coopératives de gens qui s'en occupent reproduisent exactement les mêmes chakous qu'il se passait à l'époque pendant l'empereur Inca. Je pense que je dois avoir une petite photo de chakou où ils faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble et petit à petit, ils vont se regrouper pour pouvoir encercler les vicuñas. Non, je pense plus que j'ai... Ah, ben voilà, j'ai une très belle photo de chakou. Voilà. Donc vous voyez... Donc tous les villageois sont là et petit à petit, ils se rapprochent pour pouvoir se rapprocher de la horde. Ils attrapent les animaux. Non, Joël, excuse-moi, ils ne sont pas domesticables. C'est vraiment une race qui est purement sauvage. Donc, ils se rapprochent des animaux, ils attrapent les bêtes et ils vont les tondre en 5 minutes. Pas plus, parce qu'il ne faut pas les stresser. Et il n'y aura une seule tonde par an à peu près. Parce que sinon, ça pourrait porter vraiment... ça serait vraiment très très problématique. C'est une fibre extrêmement fine. On parle de 10 microns. Donc c'est l'une des fibres les plus luxueuses au monde. Chaque animal va produire entre 200 et 500 grammes de fibres. Donc ça peut expliquer aussi son prix qui est vraiment conséquent. Et puis, c'est très difficile aussi de la sortir du pays. Il faut signer beaucoup de papiers. Elle est gardée dans les entrepôts sur des endroits vraiment particuliers. Elle n'est jamais mélangée avec des
des fibres autres comme de l'alpaga ou du lama. Elle est vraiment gardée comme si c'était des lingots d'or. Voilà. Donc je vais pouvoir vous en montrer une. Voilà. Donc j'ai entre les mains le grand bonheur, grâce à Alvaro de chez Illimani, de toucher de la Vigogne, donc du vicuña. Donc les couleurs vont du beige clair jusqu'à cannelle foncé. Ça va dépendre dans quelle région ils sont. Est-ce que j'ai déjà pu tricoter avec cette laine? Alors j'aimerais beaucoup, mais ce petit écheveau de 110 mètres coûte 350 $. Je peux en avoir, donc écrivez-moi en message privé si jamais vous voulez vous faire le cadeau d'anniversaire et le cadeau de Noël, ou si vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez aussi tout à fait faire une donation à Céline Barbeau pour qu'elle puisse garder son petit écheveau de vicuña. Mais voilà, c'est Alvaro de chez Illimani, une compagnie d'ailleurs montréalaise, qui me l'a prêté et qui me l'a donné en consigne pour pouvoir montrer ce que c'est. Donc vraiment une fibre extrêmement fine. C'est très rare qu'elle soit teinte, vraiment très très rare qu'elle soit teinte. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est bon, voilà, très très fine. On vous la bobine gratuitement, rajoute Ben. Tout à fait. Et d'ailleurs, on vous la bobine gratuitement et on vous offre avec une paire d'aiguilles d'ailleurs. Voilà, hein. Oui, ouf le prix. Ben oui, ouf le prix. Ben faut imaginer. Je suis d'accord avec toi, Andréane. C'est vraiment un cadeau, je pense, pour les fibres aoliques. C'est un cadeau de mariage pratiquement. Hein. Mais c'est vraiment d'une douceur. Je veux dire, même le cachemire qui commence à 18 microns, hein, celle-là est à 10 microns. On est au-delà du cachemire. On est sur une fibre qui vient d'une espèce qui est quand même très très rare. Hein. Donc voilà, ça explique. C'est vraiment, c'est un diamant de laine en fait. Hein. Voilà, c'est un vrai petit diamant. C'est une merveille, c'est une merveille. Donc, si jamais vous voulez vous gâter, sachez que je peux vous en procurer. J'ai l'impression de parler de drogue. Je peux vous en procurer. Voilà, donc c'est pour la modique somme de 350 $. Voilà. Et voilà, ça vient d'ailleurs avec une très très belle carte postale, d'accord? Donc je vous offre la carte postale, je vous en offre même 2 pour le prix. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu des choses intéressantes encore. Voilà, je vais vous montrer encore une fois de la compagnie Illimani, cette compagnie montréalaise qui a fait des produits super intéressants en s'inspirant de l'alpaga. C'est par exemple, voilà, vous avez la sabri. La sabri, c'est un mélange 85% de coton et 15% de bébé alpaga. Donc on a la tenue du coton mélangée avec l'alpaga, ça va être super intéressant. Alors, j'ai des questions, je vais m'arrêter là. Des idées de patron pour une laine aussi exceptionnelle. Ouf. Écoute, 110 mètres, ça va faire pas beaucoup. Donc, des idées de patron, peut-être un petit cache-cou, mais je pense qu'il en faudrait 2 à ce niveau-là. Peut-être l'inclure en dentelle, quelque part, l'inclure en dentelle en col. Je la mettrais vraiment autour du cou, parce que c'est là qu'elle va être le plus proche. Ça serait plutôt ça. Est-ce que ces petites bêtes vivraient ici? Alors, Francine, non, ces petites bêtes, elles vivraient pas ici. Elles ont un métabolisme très particulier qui leur permettent vraiment de vivre sur les altiplanos, donc entre 3500 et 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elles ont donc un taux d'hémoglobine qui est extrêmement supérieur à la plupart des animaux, ce qui leur permet de faire des sprints de 70 km/h, alors que l'oxygène est évidemment beaucoup moins présente. Je peux vous le dire, ayant été à 4600 mètres là-bas, je voulais faire un petit peu de yoga avec une salutation au soleil. Je me suis arrêtée au bout de 1 minute et demie. L'air commençait à manquer. Donc, quel est son métrage pour ce vicuña? Il y a 110 mètres. Oui. Donc, c'est vraiment une fibre très rare. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Alors après,
Elle peut être mixée, évidemment. Mixée, je la mixerai pas avec un mohair, par exemple. Là, on est près du blasphème. Mais peut-être un cachemire. Je ferai des rayures. C'est un lace. Hein, vous avez vu la finesse. Donc, ça pourrait être une partie d'un châle. Hein. Donc voilà. Elles ont un gros cœur et de gros poumons exprès pour l'altitude. J'ai pas regardé ça. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'ils ont 3 estomacs. Alors Ben, un protège toaster avec le vicuña, mais bien sûr. Ou une débarbouillette peut-être. Coucou de France, bonjour Véronique. Donc, vous me demandiez pour la sabri. La sabri, il y a 400 mètres. Donc, il y a vraiment beaucoup. Comme il y a beaucoup de coton, elle a un prix super raisonnable puisqu'elle est à $18. Nous, on avait fait ce petit yoke, ce petit tee. Voilà, ça nous avait pris combien? Ça nous avait pris 180 grammes. Donc on avait là l'équivalent de deux pelotes de sabri, 2 écheveaux, hein, et c'est un patron gratuit, il est en anglais. C'est le Circular Yoke Summer Shirt. Circular Yoke. Bon, mon accent anglais est terrible. Voilà, ben vous pouvez le lire. C'est un patron gratuit sur Pearl Soho, mais évidemment, vous pouvez faire beaucoup de patrons avec. C'est vraiment une laine qui est très très douce. Moi, je l'apprécie beaucoup, vraiment. Et elle se prête bien au châle. Hein. Tout à l'heure, je disais que l'alpaga, son problème, c'est qu'il était un peu trop mou. Mais là, le coton va être un très très intéressant ajout pour pouvoir contrebalancer. Il se complémentarise bien. Nous, la sabri, c'est vraiment une laine qu'on adore. Et elle ne vient par contre que dans les couleurs naturelles de l'alpaga. Donc, vous pouvez aller voir sur le site. Benoît a mis le lien. Je vais vous montrer autre chose. Voilà. Avec quoi se mêle l'alpaga? Ben là, par exemple, pour les aficionadas et de la fibre, ça va être bleu poussière. Donc, bleu poussière a fait la noble. La noble qui porte bien son nom, extrêmement douce. Nous avons un mélange de bébé alpaga, soit de mûrier et cachemire. Je vois qu'il joke depuis tout à l'heure. Ça fait cher la paire de bas, oui. Ah oui, ça va faire cher la paire de bas, oui. Peut-être, oui, non, ça fait très cher la paire de bas. Et puis elle va pas tenir très longtemps en plus. Ça serait vraiment du blasphème, Francine. Donc voilà. Donc là, je suis avec la noble de bleu poussière. C'est pareil. Vous pouvez aller voir sur notre site. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de bleu poussière. C'est une laine extrêmement douce. L'alpaga est un grand copain de la soie, mais vraiment un très très grand copain de la soie. La soie va va renforcer sa brillance, et comme avec le coton, on va avoir le fait que la soie va apporter un peu plus de rigidité à une fibre qui aura tendance à être un petit peu molle, d'accord? D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a le châle de Camille Descoteaux qu'elle a fait avec la noble. Je suis désolée, je me rappelle plus le nom, mais elle a fait oui, Joanne, la noble, oui, elle est très très belle. Donc, elle a fait un très 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 beau châle avec la noble. Je vous le recommande. Puis, je vais terminer avec la Sorata. Donc, la Sorata, elle, c'est du bébé lama. Donc, c'est du bébé lama mélangé avec de la soie. Et encore une fois, on va être dans les couleurs naturelles. Donc là, au niveau du métrage, on va être à 400 mètres aussi. Donc, c'est des fingerings. C'est très, très, très doux. La soie va lui donner de la tenue. Ça va glisser, ça va être... c'est une matière, les camélidés, c'est une matière qui est particulièrement sensuelle parce qu'elle a une très, très grande fluidité. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un petit tour exhaustif. Et coucou Jacqueline, ça va? Bon, donc je pense que j'ai fait un petit tour exhaustif non exhaustif de la fibre des camélidés. Je vais vous partager une petite anecdote. Donc, j'étais avec Catherine au Pérou. Nous avons été visiter une des manufactures qui nous a invités à voir les hordes d'alpaga donc à Puno, à 4600 mètres d'altitude. D'ailleurs, Catherine se rappelle très très bien de l'altitude. Et donc, on a vu plein de très très beaux, de très très belles bêtes. J'ai pu tenir des alpagas dans mes bras. On a pu vraiment s'en approcher. Je pense que Ben va vous mettre des photos parce que j'aimerais qu'on vous fasse rêver
C'est dans un endroit magnifique. On est au milieu de nulle part. On est dans des montagnes. Et puis vous avez ces hordes d'alpagas qui se baladent un petit peu partout. Y a un côté magique. Il y a très très peu de population. C'est juste des petits villages à droite à gauche, mais sinon c'est vraiment un petit peu un côté un peu lunaire. Hein, c'est magnifique. Donc je suis sûre que Benoît va pouvoir vous partager ça, donc quelques vidéos que j'avais tournées très très courtes là-dessus. Voilà. Pauvre Catherine. Oh oui, elle a souffert à ce moment-là. Donc, pour la blague, donc on était avec Catherine là-bas, on y est resté 10 jours vraiment merveilleux. Je vous conseille d'aller au Pérou quand tout ça sera passé. Vraiment, on a adoré. Nous étions dans une des capitales qui s'appelle Arequipa, une très grande ville, une ville magnifique. Et à chaque coin de rue, tous les 4 mètres à peu près, il y a des boutiques qui vendent évidemment des tissages à base d'alpaga. Je vais vous montrer par exemple. Ça, c'est une très 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 belle écharpe que je me suis offert en bébé alpaga. Donc, vous voyez le tissage. J'adorais les couleurs. J'aurais jamais, j'avoue, marié toutes ces couleurs ensemble. Et quand ça a été fait, j'étais là, mais waouh, du jaune fluo. Et puis, j'ai un petit bleu ciel. Enfin bon, moi, j'ai adoré. Voilà. Donc, je suis tombée en amour avec celle-là. Et puis, je vais vous révéler un grand secret. Comme ça, Catherine n'aura plus aucun grip sur moi et ne pourra plus me faire chanter. Parce qu'il est temps que, Catherine, ça s'arrête là, maintenant. Je préfère le dire, voilà, à la face du monde et que ça s'arrête là. Voilà. Donc, vous voyez cette magnifique écharpe. Voilà. Donc, je suis tombée en amour avec les couleurs. Vous pouvez retrouver les couleurs dans la casa, d'ailleurs. Ça va être Jeanne d'Arc, Benoît de Groux, Anne Bonny, Alexandra David-Nil et Anne Hébert, un truc comme ça. Enfin bref, vous pouvez vraiment retrouver les mêmes couleurs. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je la prends, puis je vais m'en inspirer pour faire aussi des patrons. Vraiment, les couleurs sont trop belles. Donc, je la prends et puis je la paye un prix vraiment modique. Et puis Catherine la voit et dit, non, mais moi aussi, je veux la même. Et la vendeuse, désolée, nous dit, je suis vraiment navrée, c'était la dernière. Bon. C'est pas grave, on se dit il y a tellement de boutiques, on va vraiment trouver un autre endroit et on trouvera la même, hein, puisque c'est pas filé à la main. Et on fait des boutiques. Bon, je me sentais un petit peu coupable quand même. Bon, pour Catherine qui vraiment avait flashé sur la même couleur. Puis au bout d'un moment, on rentre dans une boutique, puis vraiment là on montre, on fait bon, est-ce que vous avez la même couleur? Parce que je vois que vous en avez. Bon, est-ce que vous avez la même couleur? Et la dame me prend un peu de haut et fait non, écoutez, moi madame, je ne vends que des fibres naturelles. Et là, Catherine se met à exploser de rire, parce que ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis anti-fibre acrylique. Je n'en porte jamais, je suis que pour les fibres naturelles. Jamais je ne porterai un pull ou quoi que ce soit qui soit fait avec du polyamide. Et là, Catherine morte de rire. Et là, je dis à la dame, mais c'est quoi? Elle fait, ça c'est de l'alpagacryl. Je fais quoi? Non, c'est de l'alpacryl. Je fais, what? Donc voilà, je me suis fait avoir en beauté. Attendez, je vous montre, voilà. Donc moi j'avais vu le petit alpaga, je me disais oh tout est beau. Voilà, donc je me suis fait, voilà. Donc j'ai une magnifique écharpe en alpacryl. Et Catherine, voilà, j'ai dit au reste du monde, je porterai mon écharpe quand même. Et voilà. Donc c'est sur cette petite anecdote que je vais vous laisser. Je vous invite à aller voir les photos et les vidéos de notre voyage au Pérou. Si, Joël, c'est vrai, mais les couleurs sont vraiment magnifiques et rien que pour l'histoire, je vais la garder, d'accord? Donc, alpacryl. Ça va, Benoît. Enfoncez pas le clou, là. J'étais supposée sortir de tout ça. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas donc à aller voir toutes les photos, les vidéos qu'on a fait sur le Pérou. J'espère que ça vous fera voyager un petit peu. Et on se retrouve dimanche. Alors, dimanche, je vais vous parler du mouvement Bauhaus qui a eu lieu en Suède et comment ce mouvement aussi a participé à l'émancipation des femmes, à l'économie et comment ce tricot-là avait tellement a marqué quelque part une culture. Donc, on se revoit dimanche, on se revoit à 16h. Et d'ici là, si vous pouvez m'envoyer des textes, s'il vous plaît, des petits textes sur
Qu'est-ce que le tricot représente pour vous? Comment il a marqué votre vie? Je ne vous citerai pas, ne vous inquiétez pas, ou juste le prénom, mais je trouve que ça serait une excellente idée pour que nous puissions voir un petit peu de quoi est faite cette communauté, d'accord? Je vous souhaite une excellente après-midi. Ben, ça veut pas s'éteindre. Ben, ça veut pas s'éteindre ton ordinateur. J'appuie sur le bouton bleu, Ben. J'arrête pas d'appuyer sur le bouton bleu. Et le bouton bleu ne veut pas m'obéir. Je suis sûre que c'est Catherine qui m'a jinxé à distance. Bouge la souris sur l'écran. Ça fonctionne.